Bienvenue au nom du mouvement Québec indépendant, qui a été fondé il y a 5 ans, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est un mouvement de la société civile dont le seul objectif est de promouvoir l'indépendance du Québec et de faire en sorte que l'idée d'indépendance se répande davantage dans la société et dans la population pour que 2026, la date de la prochaine élection, soit un moment déterminant pour l'accession du Québec à la souveraineté. Ce qui est le thème, d'ailleurs, de notre rencontre aujourd'hui, la démarche d'accession à l'indépendance. Alors, c'est le second rendez-vous du mouvement Québec indépendant cette année, où nous entreprenons une série de rencontres pour rapprocher les indépendantistes. Et souvent, pour les rapprocher, il faut confronter les positions, il faut débattre, il faut mieux comprendre les positions de chacun. Donc, rapprocher les indépendantistes, quelle que soit leur allégeance partisane et leurs opinions sur des questions politiques particulières, que ce soit la langue, la laïcité, l'économie, l'environnement. On a parfois des positions différentes, mais toutes ces positions ont quelque chose en commun. Pour les réaliser, il faut que le Québec obtienne sa capacité d'agir, sa capacité d'action, et donc son indépendance pour vraiment mobiliser tous ces outils, quelles que soient nos opinions sur telle ou telle question particulière. On prétend, nous, qu'on ne pourra réunir une majorité de citoyens favorables à l'indépendance si on n'est pas capable de réunir une majorité ou la totalité des indépendantistes ensemble. Parce que dans la population, on a une diversité d'opinions aussi grande, au moins, peut-être plus, sûrement plus, que celle entre les indépendantistes qui militent dans différents partis. Alors, vous connaissez le contexte actuel, donc nous entreprenons une démarche vers 2026 avec un mouvement indépendantiste qui est actuellement dans une période encourageante, on peut dire ça, là. Ouais, je pense que c'est encourageant, on sent que plus de gens ont le goût de parler de notre avenir national, qui est tellement important. Et tout ça est dû en bonne partie au fait que, donné pour mort il y a quelque temps, le Parti québécois se situe maintenant au premier rang dans les intentions de vote. Et le Bloc québécois aussi, au niveau d'Ottawa, au niveau des élections canadiennes où il nous faut encore participer. On espère que ça va bientôt être la dernière fois. Se situe au premier rang également dans les sondages. Donc, on peut dire que le Parti québécois doit sa résurrection à la remise à l'avant-scène de l'indépendance. Bien sûr, la déconfiture également de la CAQ, qui multiplie les erreurs et les mauvaises orientations, mais beaucoup à la promotion de l'indépendance. Et ici, au mouvement Québec indépendant, on a été fondé il y a 5 ans, justement pour ça, c'est qu'on prétendait qu'en mettant l'indépendance à l'avant-scène, non seulement il fallait le faire pour le bien commun de tous les Québécois, mais il fallait le faire même sur le plan électoral. C'est avantageux sur le plan électoral quand on a des idées claires et qu'on met en avant notre projet d'indépendance. Alors, actuellement, les sondages nous montrent qu'il y a des indépendantistes dans tous les partis, avec des pourcentages variables, évidemment. Même au Parti libéral, même au Parti conservateur d'Éric Duhem, il y a des indépendantistes qui sont susceptibles de voter oui, en autant qu'il y ait une option oui qui soit mise sur la table. Et évidemment, le mouvement indépendantiste actuel est très différent de celui de 95. Et dans la période actuelle, tout est possible. Alors, le pire comme le meilleur. Alors, le pire serait
un retour au passé d'un parti indépendantiste qui prend le pouvoir et s'enfonce dans la gouvernance provincialiste. Tout misé, on a eu, depuis 1995, 10 campagnes électorales à partir de 1996 où les partis indépendantistes ne faisaient pas campagne pour l'indépendance pendant que les gens écoutent, c'est-à-dire pendant les périodes électorales. C'est là où les gens s'intéressent le plus à la politique. Alors, il faut que ça change, évidemment. Puis, on a actuellement 3 partis indépendantistes qui voudraient que ça change. Chacun à leur façon, bien sûr. Hein? Et donc, le Parti québécois, bien sûr, également Québec solidaire, qui domine dans les anciens fiefs du Parti québécois, donc tout le Montréal-Est, et qui est en tête dans les intentions de vote de la jeune génération. Donc, c'est important que si on pense qu'on va faire l'indépendance avec un seul parti, on n'est plus dans cette situation-là. Il faut que les partis qui croient à l'indépendance se regroupent. Comment? On va en parler cet après-midi. Comment? Ça reste à voir. C'est pas évident. Donc, un parti québécois conséquent avec son option va devoir imposer l'indépendance comme la question de l'urne, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le débat va devoir se faire pendant l'élection. Et également, les autres partis vont devoir également prendre position. Donc, cet après-midi, on fait un débat qui n'est pas un débat électoral, c'est un débat d'idées, c'est un débat d'échange d'idées pour mieux comprendre les positions. Moi, je vais essayer d'animer ce débat-là équitablement, le plus possible. Chacun des panélistes présents va avoir le même temps de parole et on va faire un déroulement en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire un premier tour de table entre les 3 panélistes par ordre alphabétique. Veuillez m'excuser, j'ai une grippe, là. Et dans un deuxième temps, oui. Vous présentez les panélistes. J'arrive. Oh, J'arrive. Alors, on commence par présenter le déroulement. Alors, ensuite, dans un deuxième temps, chacun des panélistes pourra répondre aux prises de position des autres. Donc, un premier tour de table sur les prises de position, un deuxième tour de table sur le débat, la critique des différentes positions, les raisons fortes qui amènent chacun à prendre ses positions. Ensuite, on aura une pause de 10-15 minutes, vers 3 heures, et après 3 heures, là, on va rapidement parler de la question de la convergence, et ensuite, la parole sera à vous. Donc, pour le reste de l'après-midi. Alors, je vous présente maintenant nos panélistes. Alors, j'ai à ma droite ici, même si peut-être un peu à ma gauche, bon, ça reste à voir, mais M. André Frappier, qui est militant depuis la fondation du parti, de Québec solidaire. Il était d'abord militant syndical au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Il s'est impliqué en politique avec Québec solidaire lors de la fondation du parti en 2006. Il a été candidat de ce parti aux élections, à toutes les élections, entre 2007, 2008, 2012, 2014. Et en 2012, il a succédé à Amir Kadir comme président et co-porte-parole de Québec solidaire. Donc, il était avec nous quand on a participé, plusieurs d'entre nous, aux États généraux sur la souveraineté. Il représentait le Parti Québec solidaire, comme beaucoup d'autres membres aussi qui ont participé aux États généraux de la souveraineté. Donc, c'est un souverainiste depuis longtemps, depuis toujours, peut-être. Il va nous dire. Il est co-auteur du Printemps des Carrés Rouges, publié en 2013, et il fait partie du comité de rédaction
de la revue Presse-toi à gauche et de Canadian Dimension. Ensuite, nous aurons M. Daniel Michelin. Alors, M. Daniel Michelin, qui milite au Parti québécois, qui a été candidat également du Parti québécois, qui est formé en criminologie et en administration publique. Il a été attaché politique au cabinet de Véronique Yvon pendant la courte période où le Parti québécois était au pouvoir de 2012 à 2014. Puis ensuite au bureau de la députée de Joliette de 2012 à 2017. Il a aussi occupé la même fonction auprès de l'ex-députée de Marguerite-Diouville, Monique Richard. En 2018 et 2022, il a été candidat du Parti québécois dans la circonscription de Montarville, où nous sommes actuellement. Je me trompe? D'accord. Marie-Victorin. Je m'avais dit que c'était votre fièvre tantôt. C'est ça qui m'a dérouté un peu. Là. Le Grand Longueuil. D'accord. Et il coordonne les instances du Parti québécois dans 6 circonscriptions dans Montérégie. Ensuite, nous avons Martine Ouellet. Alors, Martine se passe peut-être de présentation, mais elle est ingénieure de formation. J'y vais quand même. Elle est ingénieure de formation. Elle a fait carrière à Hydro-Québec. Avant son entrée en politique, elle a milité dans le mouvement écologique Au Secours. Donc, c'est une écologiste depuis longtemps. De 2010 à 2019, elle est députée de Vachon pour le Parti québécois et ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Marois. Elle est, par la suite, candidate à 2 reprises à la direction du Parti québécois. Elle devient chef en 2017-2018 du Bloc québécois. Et l'année dernière, un peu avant l'élection, elle fonde son propre parti, Climat Québec. Alors, je vais tout de suite enclencher la première partie de nos débats cet après-midi. Je vous souhaite un bon débat et j'invite tout de suite, on va y aller par ordre alphabétique, donc M. Frappier à ouvrir le bal. Merci beaucoup, Gilbert. Merci à tout le monde d'être venu ici aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous. Je trouve que c'est le genre de choses qu'on devrait faire plus souvent parce que moi, j'arrive pas ici avec plein de solutions. J'arrive avec des idées qui sont les miennes, mais surtout, puis beaucoup de questions aussi, comme vous, probablement. Et mon objectif, c'est de réfléchir, de regarder comment on peut aller plus loin. Alors, je pense que c'est une belle occasion et je remercie les personnes qui ont organisé ce meeting-là aujourd'hui. Je veux d'entrée de jeu dire, bon, comme l'a mentionné Gilbert, je suis pas un représentant de Québec solidaire, j'ai plus de fonction officielle, mais je suis là depuis longtemps, alors je pense que je peux exprimer, mais aussi ça va être un peu mon opinion à travers ça, de ce que je pense qui doit être fait. Puis, juste mentionner aussi, comme Gilbert l'a dit, j'ai passé une bonne partie de ma vie aussi à militer au syndicat des postes, qui est un syndicat canadien. Et ça a fait de moi une personne qui est à la fois souverainiste, mais à la fois liée aux luttes aussi des progressistes et des gens du reste du Canada. Alors, ça fait beaucoup partie de mon historique de travailler à la fois à ce que ces gens-là du reste du Canada, qui sont pas des adversaires pour moi, mais des alliés potentiels, à ce qu'ils comprennent notre démarche. Parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de monde comme eux pour appuyer l'indépendance du Québec, parce que ce ne sera pas nécessairement un exercice facile à faire. On va avoir des adversaires, on a besoin d'alliés. Alors, moi, c'est le genre de choses que j'aime travailler aussi, que je continue à travailler présentement. Alors, d'entrée de jeu, pour expliquer, avant de rentrer directement dans la position de Québec solidaire sur l'accession à la souveraineté, qui est basée beaucoup sur l'Assemblée constituante, je voudrais juste faire un constat pour regarder où est-ce qu'on s'en va, puis quelles sont les embûches, quels sont nos défis pour arriver à l'indépendance au Québec, c'est quoi le message qu'on doit envoyer. Alors, si on regarde les derniers sondages récents, on voit qu'il y a 35% de la population qui est en faveur de l'indépendance. Alors, on a quand même un gros bout de chemin à faire. Puis, en faveur de l'indépendance, on ne sait pas ce que tout le monde conçoit par ça, ce que ça veut dire exactement
le terme indépendance, tout le monde a sa version des faits. Mais puis même au sein des partis qui se réclament de la souveraineté, comme le PQ et comme Québec solidaire, il y a une partie aussi à l'intérieur de ça qui sont pas nécessairement favorables à l'indépendance. J'avoue qu'il y en a plus dans le QS pour d'autres raisons que ceux du PQ, mais ça veut dire que on a quand même un travail important à faire pour expliquer ce que ça veut dire l'indépendance. Puis je pense que c'est ça le cœur du débat. Comment aller chercher, pour moi, comment aller chercher c'est sûr les indépendantistes, mais les gens qui sont pas indépendantistes, je pense qu'il faut regarder pourquoi ils le sont pas, puis comment on peut aller les chercher, qu'est-ce qui manque. Comment ça se fait que ces gens-là ne voient pas l'importance? Je pense que c'est tous ces volets-là qu'il faut regarder. Et je pense que il faut pas les lier nécessairement à une élection. C'est pas toujours des épisodes qui sont faciles entre les partis politiques, parce qu'il y a beaucoup de compétition à ce moment-là. Oui, on peut s'entendre sur des choses. Puis je pense que dès maintenant, on peut s'entendre sur certainement plein de choses, comme par exemple, qu'est-ce qui est rebutant pour les gens qui voient le Québec comme ça, c'est la position de Legault qui vient refuser à des enfants le droit d'aller dans des garderies parce qu'ils n'ont pas le statut d'immigrant attesté. Et ça, c'est pas tellement inclusif pour ces gens-là de dire « Hey, on est tout ensemble dans le Québec ». Alors, je pense qu'il y a des obstacles comme ça qu'il faut regarder, puis il faut dire, y a-t-il des affaires qu'on peut faire ensemble là-dessus pour empêcher, pour que les gens se sentent qu'on est tous ensemble dans le Québec. Alors, pour arriver à la question de la Constituante, ce que je veux dire, c'est que c'est un débat c'est une lutte qu'on doit faire à tous les moments, qu'on doit commencer maintenant. L'indépendance, c'est un peu comme une révolution dans le fond, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on change cette société-là. Les gens voteront pas ils adhéreront pas à un projet aussi important que l'indépendance si ça change pas leur vie. Alors, c'est quelque chose de profond. Ça veut dire qu'on se rapproprie nos institutions, notre économie, notre territoire. C'est plus les multinationales qui vont contrôler l'environnement. Ça va être nous, ça va être la population, ça va être démocratique. C'est un gros changement, c'est ça que ça veut dire. Puis, je pense qu'à partir du moment que les gens vont saisir que c'est une réappropriation du vécu, de ce qu'on veut faire de notre société, que là, ils vont voir que l'indépendance, c'est important. Dans ce sens-là, la position puis je pense que là-dessus, il y a plein de choses qu'on peut dire que on peut s'entendre. Je pense pas que je pense qu'on pourrait être assez unanime sur le projet de Legault aussi, là, son fameux projet de batterie de notre vote, là, qui va être essayer de remplacer le parc automobile de tout le Québec par un parc automobile électrique, avec tout ce que ça comprend comme exploitation minière, encore une fois, puis de subventions de milliards aux entreprises multinationales qui sont prises à même nos impôts. Je pense que là-dessus, quand on parle d'arrimage, je pense qu'on peut arrimer pas mal de monde à être pas content de ça, puis de dire qu'on va se battre ensemble. C'est ça, se réapproprier notre Québec, pour moi. C'est se réapproprier ces luttes-là. Alors, pour y arriver, et là, je vais arriver à la position de QS sur l'indépendance, c'est un peu ça. Je pense que c'est un combat social d'abord et avant tout, de justice et de démocratie. Mais là, comment y arriver? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de questions, puis pas beaucoup de réponses, mais celle que Québec solidaire a élaborée en congrès et à laquelle moi j'ai adhéré, c'est l'Assemblée constituante. Pourquoi? Parce que c'est en fait, le programme de QS, c'est une fois élu, Québec solidaire va mettre en place tout de suite une Assemblée constituante, c'est-à-dire un processus qui va être électif. Il va y avoir des critères, égalité homme-femme. Les membres de l'Assemblée nationale ne pourront pas en faire partie. Ça va être des gens qui vont être élus. Puis le principe, c'est d'avoir une représentation équitable de tous les courants politiques, de tous les courants sociaux, vraiment une représentativité de l'ensemble de la société qui va avoir comme mandat d'aller voir l'ensemble de la population et de regarder c'est quoi les principes qu'on devrait mettre dans une constitution. On ne l'élaborera pas d'avance, mais on peut avoir des idées de justice sociale,
On peut avoir des idées de dire, bon, le droit à syndicalisation, par exemple, pour tout le monde, le droit d'avoir un logement pour tout le monde, tu sais, une constitution qui donne des éléments de justice, d'élaborer ça avec tout le monde. Puis une fois que cette constitution-là a été élaborée, que tout le monde a participé, que tout le monde s'est intégré, bien là, on commence à se réapproprier l'idée de l'indépendance parce que tout le monde y participe. Tout le monde met son grain de sel. Tout le monde voit, j'ai ma place là-dedans. Cette constitution-là, une fois élaborée, elle va être soumise par référendum à l'ensemble de la population. Et cela, ça ferme le processus de l'Assemblée constituante telle qu'elle a été faite. Et c'est là que se fait un vote final de la société. Alors, Québec solidaire pense qu'avec un processus comme ça, qui permet aux gens de s'impliquer dans le processus, de voir comment la population veut que cette société-là soit faite, il y a plus de chances qu'après coup, les gens votent en faveur. Mais il n'y a pas de garantie, c'est un combat, il n'y a pas de garantie, parce qu'on a du monde contre nous autres aussi, là, qui vont parler contre ça, qui vont en dire contre. Là. Alors, c'est un peu l'idée de Québec solidaire. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois au pouvoir, QS, il met, c'est dans le programme, il met tout de suite de l'avant le processus dans la première année de son mandat, dans le premier temps de son mandat, ce processus-là. Alors, je m'arrête là-dessus. Je pense que c'était ça le premier bout, de démontrer quelle était la politique du parti. Puis après, on verra les autres questions. Ben, merci André. Maintenant, je vais donner la parole à Daniel. Oui. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter un peu tantôt, mais j'aimerais dire en commençant que le titre que j'apprécie le plus par les temps qui courent, puis celui que je porte depuis que j'ai l'âge de 16 ans, c'est de militants pour l'indépendance. C'est une cause qui m'habite littéralement depuis que je suis tout jeune. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que quand une cause comme ça nous habite, évidemment, on est toujours plus ou moins en réflexion là-dessus. On est toujours en train de se questionner, toujours en train de chercher des voies de passage pour arriver à cet idéal-là extraordinaire que l'on vise tous ici. Alors, aujourd'hui, je vais faire les mêmes précautions que André vient de faire, c'est que je parle pas simplement en mon nom personnel, même si je suis président actuellement de la région du Grand Longueuil. Quand je disais que je suis dans mon fief un peu en rien tantôt, c'est que le Grand Longueuil, c'est les 6 circonscriptions de l'agglomération de Longueuil qui travaillent ensemble, qui travaillent en équipe pour faire la promotion de l'indépendance dans le Grand Longueuil. Alors, ceci dit, j'aimerais ça commencer par vous raconter une histoire. OK? Alors, cette histoire-là, je l'ai appelée la petite histoire de la refondation du Parti québécois. Alors, pour moi, cette histoire-là, elle commence en novembre 2018. Alors, on est au Cégep Maisonneuve. Toutes les instances du Parti québécois sont là, avec les élus, les quelques élus qui nous restent, et tous les candidats de fait, dans votre humble serviteur. Et on est là pour faire ce qu'on appelle le bilan de la campagne de 2018. Alors, de toute l'histoire récente, l'une des campagnes les plus dures, sûrement la campagne la plus dure, je pense qu'on n'a jamais eu à traverser comme parti. Dans les mois qui précèdent cette campagne-là, on prend des appuis par les deux bouts, comme je dis, à cette époque-là. On prend des appuis massivement au profit de la CAQ et un peu plus accessoirement au profit de Québec solidaire. Mais on est en chute libre. Hein? On ne va pas se compter d'histoire. Là. Et donc, c'est une campagne difficile. Et quand on fait le post-mortem, c'est le terme qu'on utilise habituellement après une campagne, eh bien, c'est une rencontre qui est extrêmement difficile. Une rencontre très, très rude, très dure. Mais ce qui ressort de cette rencontre-là, c'est un consensus. Et ce consensus-là, c'est qu'on va effacer le tableau noir et on va commencer à zéro, littéralement. Et on appelle ça à ce moment-là refonder
le Parti québécois. Et ce qu'on a fait à la suite de ça, c'est qu'on a fait un bilan extrêmement lucide, extrêmement rigoureux de ce qui avait été les dernières décennies pour notre parti. Et à la suite de ce bilan-là, on est allé en consultation. Non seulement auprès de nos militants. Je m'excuse, cherche à tirer. Je peux interrompre une seconde? Oui. Apparemment, le son n'est pas bon. Pourriez-vous éloigner le micro? Ah oui, excusez-moi. Le mettre un peu plus loin. Excusez-moi. Plus loin encore? Ça va pousser. OK. Et là? OK, alors, Là, je sais pas, c'est. Je parle. OK. Alors, je continue. Après ça, on part en consultation. On est quelque part en juin 2018. OK? Et non seulement on invite les militants du Parti québécois à ce moment-là, mais on invite aussi tout le monde. On ouvre ça à nos sympathisants, on ouvre ça à tous ceux qui ont le goût de venir nous dire ce qu'ils attendent du Parti québécois et ce qu'ils souhaiteraient voir se déployer au Parti québécois. Et là, moi, j'ai eu l'occasion, le grand privilège d'organiser quelques-unes de ces rencontres-là. Et j'ai assisté à une des plus belles consultations auxquelles j'avais jamais assisté depuis de nombreuses années, avec de simples militants, on peut utiliser cette expression-là, pas des gens, des officiels du parti, rien de ça, là, des gens qui venaient simplement nous dire ce qu'ils pensaient. Et ce que j'ai entendu dans ces rencontres-là, je les ai retrouvés par la suite dans ce qu'on appelle aujourd'hui le projet national du Parti québécois. Alors, le projet national du Parti québécois, pour dire les choses simplement, c'est une recentration sur la mission du parti, sur la raison d'être du parti, qui est l'indépendance. Hein? Et avec une petite touche particulière. Quand on a adopté le projet national, un an après le fameux post-mortem au sujet de Maisonneuve, en 2019, on l'a adopté avec l'esprit suivant. C'est que, dorénavant, nous allions toujours nous adresser à l'intelligence des personnes, des citoyens, des Québécois. Et le deuxième élément important qui accompagnait, si on veut, cette nouvelle prise de position-là, c'est que nous allions toujours dire ce qu'on allait faire et nous allions faire ce qu'on en avait dit. OK? Alors, la plus belle illustration de ça, vous l'avez vu en action à l'élection de 2022. Vous avez vu se déployer le nouveau projet national du Parti québécois et le nouvel esprit dans lequel on voulait défendre ce projet-là. Et vous vous souvenez sûrement de la question de Patrice Roy à Paul Saint-Pierre Plamondon qui lui a demandé « Est-ce que vous allez prêter serment à la couronne britannique si vous êtes élu? » Et Paul Saint-Pierre a répondu « Non, on ne prêtera pas serment. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on dit qu'on va faire. » Et quelques mois plus tard, quelques semaines, je dirais plus tard, on a vu comment on pouvait briser le statu quo. On a vu comment on pouvait briser l'inertie crasse dans laquelle on baigne depuis des décennies et des décennies. Alors, quand on se tient debout, quand on parle intelligemment, on défend intelligemment nos positions et on défend nos convictions, on brise le statu quo. Et M. Paquet disait tantôt, le Parti québécois va bien actuellement. C'est vrai, mais on ne prend rien pour acquis. On ne prend rien pour acquis. Parce que la cause qu'on défend ou le projet qu'on met de l'avant est un projet extrêmement exigeant, qui va demander de la part des Québécois, de tous les Québécois, un effort de courage, de confiance, de détermination, comme on n'en a jamais eu à nous jusqu'à maintenant. Jamais. Et c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, c'est d'élever ce débat-là continuellement. J'ai une expression, je vais la dire en anglais, je m'en excuse à l'avance. Je l'ai volée à Michelle Obama, qui disait à un moment d'une campagne présidentielle, « When they go low, we go high. » Quand ils descendent dans le caniveau, nous, on maintient le débat à ce niveau-là, et même au-delà de ce niveau-là.
Alors, c'est ce que nous faisons, je pense. Et ceux qui n'ont pas encore constaté qu'on était sur une trajectoire, ben, je pense qu'il est temps de le constater. Là. Et moi, je vous fais une prédiction. C'est l'individu qui vous parle. C'est le militant. Nous n'allons pas dévier de cette trajectoire. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons faire la promotion de ce projet-là, envers et contre tous, et espérons-le, avec tous nos alliés qui sont ici présentement à la table. Alors, comment on va procéder? On a l'intention, évidemment, de se présenter à l'élection de 2026 très clairement avec un projet de pays. Hein? C'est ce que nous, on appelle le livre bleu. Je vous en ai un petit livre bleu, il n'y a rien dedans pour le moment. Alors, on appelle ça le livre bleu qui va tracer les contours du Québec souverain. Quand je vous dis qu'on suit un plan, ce plan-là a commencé, entre autres, avec le dépôt du document qu'on a appelé « Québec libre de ses choix hein, », qui est essentiellement le budget de l'an 1, que vous avez suivi, j'en suis certain. C'était la première pièce du puzzle. Il va y en avoir d'autres. Okay? Et quand on va se présenter devant l'électorat, comme je le disais tantôt, en 2026, alors les Québécois vont savoir très clairement qu'ils votent pour un parti qui va enclencher le processus qui va conduire à l'indépendance du Québec. Évidemment, ça va passer par toute une série de délibérations démocratiques. Ça va passer par un référendum. Mais on va être aligné de cette façon-là. Et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit encore il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Ça ne le dérange même pas de ne pas être premier ministre du Québec. Parce qu'au Parti québécois, je vous l'aurais dit, les conditions gagnantes pour gagner un référendum, c'est fini. L'obligation morale de gagner un référendum, c'est fini. La gouvernance souverainiste, c'est fini. Nous ne voulons plus gouverner une province. Nous voulons gouverner une province qui est en transition pour devenir un pays à partir de 2026. Donc, dès l'élection 2026, si jamais la tendance se maintient, comme disait Bernard, et qu'on arrive avec une pluralité de sièges, on enclenche le processus. C'est aussi simple que ça. M. Paquette, est-ce que j'achève mon temps? Oui. Je vais y revenir. Merci, Daniel. Maintenant, Marty. Donc, je suis bien contente. Est-ce que le son est bon? Je vais me mettre assez loin, comme ça, on n'aura pas le même problème. Bien contente de vous voir nombreux aujourd'hui, parce que je pense que le débat aujourd'hui sur la démarche d'accession à l'indépendance. Et moi, je dois vous avouer, pour avoir milité 30 ans au Parti québécois, on n'a jamais vraiment eu l'opportunité de débattre de la démarche d'accession à l'indépendance. J'ai pas connu les années de 70 à 76 où il y a eu des gros débats. Moi, je suis arrivée en 86 et je crois que ce débat-là est extrêmement important. Et on ne peut pas faire l'économie du débat sur la démarche, comment on veut réaliser l'indépendance. Parce qu'il y a des façons qui fonctionnent bien, puis il y a des façons qui fonctionnent moins bien. Donc, la démarche d'accession à l'indépendance. La réponse qu'on entend tout le temps depuis déjà très longtemps, le référendum. Et c'est tellement la réponse que c'est à peu près pas discutable. Est-ce qu'on doit faire un référendum ou non? On a été, j'oserais dire, brainwashé par le référendum. Donc, le Parti québécois a continué sur cette approche-là du référendum. Québec solidaire a adopté l'approche du référendum, ce qui n'était pas l'approche d'ailleurs d'Option nationale. Option nationale, il n'y avait pas de référendum. Et là, quand on parle du référendum, on parle du référendum pré-indépendance, là, pour avoir l'indépendance. Donc, il faut remettre quelques affaires en perspective. Il y a très peu de pays qui ont fait un référendum pour décider de faire leur indépendance. La plupart des pays ont fait un référendum après leur déclaration d'indépendance pour adopter leur constitution permanente. Donc, après, pour ratifier ce qui s'est fait. Il faut faire attention. Le Canada,
C'est pas par un référendum que le Canada s'est formé. C'est par un vote au Parlement d'Ottawa, un simple vote des députés présents, donc basé sur la démocratie parlementaire. Mais la troisième affaire, moi, je ne le savais pas. J'ai appris ça après mes courses à la chefferie, on pourrait y revenir. En lisant, premièrement, le livre de Gilbert Paquette, que dans le programme du Parti québécois en 70, en 73, il n'y en avait pas de référendum. Une élection pour le Parti québécois, c'était l'indépendance, avec un vote à l'Assemblée nationale. Mais là, ça là, tout indépendantiste doit lire ce livre-là. Moi, je vais faire monter les ventes à Pierre Dubuc, là. Claude Morin, un espion au sein du Parti québécois. Il faut vraiment que vous lisiez ce livre-là, là. Moi, quand j'ai appris que le référendum, c'est une idée qui est venue de Claude Morin et qui a été poussée à René Lévesque par Claude Morin. Claude Morin qui était payé par la GRC. Et en lisant ce livre-là, je savais que c'était à peu près soufflé l'idée du référendum par la GRC. Mais là, c'est Claude Morin lui-même qui l'avoue, là. Je ne savais même pas que ça existait, ça, là. Il dit la genèse de l'idée d'un référendum, c'est en guillemets là, dans son livre, c'est lui qui le dit, là, je ne l'invente pas. L'idée du référendum, écrit-il, me fut involontairement. Moi, je ne crois pas que ce soit involontaire, mais ça, c'est son interprétation des choses, suggérée en 1969 par 3 personnalités renommées de l'establishment politico-technocratique anglophone fédéral, l'équivalent du secrétaire d'État du gouvernement canadien, le ministre des Finances et un sous-ministre à la Santé nationale, qui composait, avec Marc Lalonde, un service de renseignement parallèle, donc pour justement contrer l'indépendance. Ils ont fait ça pour gagner du temps. Fait qu'il faut être conscient que l'idée d'un référendum, c'est les fédéralistes qui ont réussi à nous vendre cette idée-là à l'intérieur des rangs souverainistes indépendantistes. Des infiltrés payés, hein, qui, pour ceux qui se demanderaient, là, ils ont calculé en dollars d'aujourd'hui, là, il a reçu l'équivalent de 100 000 $, Claude Morin, pour ces petites discussions. Et ce n'est pas seulement sa seule frasque, j'oserais dire. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai découvert plusieurs, mais je vous laisse lire le livre. Donc, oui, écoutez la mini-série. Je ne l'ai pas écouté, fait que je ne peux pas vous dire. Mais voilà. Donc, le référendum, c'est une idée des fédéralistes. Et quand on pense à ça, ils sont brillants. Il faut quand même, hein, il faut jamais sous-estimer nos adversaires. Ça, c'est la pire des erreurs. Hein? Ils sont brillants. Parce que pendant qu'on se fait élire, qu'on est indépendantiste, on se fait élire pour aller gouverner une province, et on dit on va faire un référendum plus tard. Tout le temps entre notre élection et le fait qu'on devienne, et le moment où on deviendra indépendant, ce sont des années de tous les pièges. Ils vont tout faire. Pensez pas, là. Moi, des fois, quand je lis des programmes, on va se prendre le temps de réfléchir, de faire ci, de faire ça. Ça, c'est dans un monde, je m'excuse, mais de licorne, d'arc-en-ciel et de calinours, de penser que nos adversaires vont pas, eux autres, prendre tout ce temps-là pour nous faire du sabotage. Voyons, on l'a vécu en 80, on l'a vécu en 95, mais il me semble qu'on a eu, là, les bonnes claques d'en face, là, on devrait se réveiller, là. Hein? Les gens, de l'autre côté, ils vont faire du sabotage, ils vont tout faire pour que ça n'arrivera pas. Jamais le Canada va rester les bras croisés devant la volonté du Québec de faire un pays. Ça n'arrivera pas. Okay? Donc, il faut prendre ça en considération. Ce sera donc les années de tous les dangers. Mais pire que ça, les forces au gouvernement, pour y avoir été, quand on est au gouvernement, on doit gérer le quotidien, hein, puis ça en passe des affaires au quotidien, puis il y en a des problèmes. Hein. Moi, je peux vous dire, là, mégantic, les feux de forêt, il y en a eu, là, les ressources naturelles, etc. C'est énorme. Donc, là, les gens doivent diviser leurs forces entre gérer la province de Québec sous la Constitution canadienne, hein, et préparer un référendum et l'indépendance. C'est beaucoup. Premièrement, division des forces. Et du côté fédéraliste,
Les autres, ils n'ont pas besoin de diviser leurs forces. Ils s'enlignent sur contrer l'indépendance. Deuxièmement, en jouant le jeu d'agir comme un gouvernement provincial, ben là, on travaille un peu contre nous-mêmes. Parce que si on réussit à faire des choses, si on réussit à faire des avancées, par exemple, le serment, bon, on a fait ça à l'intérieur du Canada. Fait que pourquoi on aurait besoin de l'indépendance? Dans le fond, on est capable d'améliorer le Québec à l'intérieur du Canada. Fait que l'indépendance, c'est pas utile. Puis si on réussit pas, ben là, on se fait des ennemis puis on se fait dire qu'on n'a pas réussi. Fait que c'est du perdant-perdant. Hein? En bon chinois, ils disent lose-lose. Donc, on se retrouve à toujours travailler contre nous-mêmes. Et là, on s'expose à accumuler des échecs les uns après les autres ou des demi-succès. Parce qu'on n'a pas tous nos pouvoirs. On n'est pas capable d'agir. On n'a pas tous les pouvoirs. Les pouvoirs sont divisés. Vous le voyez là, au niveau de l'immigration. Là. Le beau, il a bien beau dire tout ce qu'il voudra. Il ne va rien se passer. Là, hein. Il fait rire de lui. Il n'y a pas de rapport de force. Donc, c'est pour ça que du côté de Climat Québec, on est complètement sorti de cette approche référendiste-là. Et on est revenu à l'approche du Parti québécois, du RIN des années 70-73, de dire que la démocratie électorale, c'est une démocratie qui existe. Et donc, pour Climat Québec, ben, on n'a pas besoin d'attendre d'être au gouvernement pour se positionner pour la monnaie, pour se positionner pour l'armée. Pourquoi qu'on ne le ferait pas tout de suite? Le NQI, là, déjà, dans les différents « oui, je le veux », il y a un positionnement. Donc, c'est pas de besoin là, d'attendre longtemps pour faire des grands préparatifs. On a déjà des gens qui sont prêts à réfléchir à ça et à se positionner. Donc, on se positionne. Une constitution initiale de transition que j'ai déjà eu l'occasion de sortir en course à la chefferie. On met ça au jeu avant l'élection et on met clairement pendant l'élection, une élection pour Climat Québec, ben c'est l'indépendance du Québec. Et une fois au pouvoir, avec une majorité de députés indépendantistes, peu importe les partis, l'indépendance est au-dessus de la partisanerie, bien à ce moment-là, on vote, on peut discuter un peu, mais après ça, on vote la Constitution de transition. La Constitution de transition, là, c'est des grands consensus, hein. Puis en attendant, on garde les lois canadiennes qui continuent, parce que si on veut être indépendant, il ne faut pas qu'on soit sous la Constitution canadienne. Fait que la Constitution de transition, ça reprend, je dis facilement, là, on enlève le multiculturalisme, on enlève le bilinguisme, on met la laïcité, on met la langue française, la seule langue, et après ça, on prend la Charte des droits et libertés du Québec, on enlève celle du Canada, bon, hein, vous comprenez, et ensuite, les lois canadiennes s'appliquent jusqu'à temps qu'on les remplace par des lois québécoises. Pas compliqué. Puis, il y aura des débats à faire, c'est sûr, mais on les fera comme pays indépendant. Et non pas comme province avec des fédéralistes qui vont venir saboter ces débats-là. Et donc, majorité de députés indépendantistes, on vote la Constitution initiale de transition de la République du Québec, parce qu'on sera une république, et ensuite, ben, on agit comme un pays. Et oui, on aura une Constitution permanente à discuter, et avec des grands changements, ce que Québec solidaire fait avant de déclarer l'indépendance, qui est un peu bizarre. Nous, on le fait après. Dans la Constitution permanente, les grandes décisions, quel système on aura? Hein? Est-ce qu'on veut un système proportionnel? Ça sera oui, la réponse, mais comment? Est-ce qu'on veut un système présidentiel ou on veut un système britannique? Et la grande question, c'est les pouvoirs. Il va falloir déterminer des régions administratives où on va déléguer des pouvoirs réglementaires, législatifs, fiscaux. C'est quels pouvoirs qui vont être mis dans ces régions-là? C'est quelle sera la délimitation des régions? C'est des grands débats. Et ça, on a pris le modèle d'une constituante qui pourra se faire et avec un référendum à la fin pour adopter la constitution permanente. Mais la grande différence, c'est que nous, on sera déjà indépendants. Fait que même si les gens disaient non, la constitution n'est pas exactement comme je voudrais, moi, qui vote non, bien, on restera indépendants sous la constitution de transition, la constitution initiale, contrairement à Québec solidaire, s'ils se font voter non à leur constitution, à leur constituante, ben là, d'ailleurs, Manon Mancé s'était fait poser la question pendant les débats, elle ne savait pas trop quoi répondre. Ben en fait,
c'est comme s'il restait dans le Canada ou il retournait dans le Canada parce que c'est pas clair, il y a quelques gestes de rupture, mais faire des gestes de rupture dans le Canada, pensez pas que le Canada va pas réagir. Donc, c'est comme un peu ambigu. C'est pour ça que nous, on a préféré la clarté et se détacher du Canada pour ne plus être pris avec le carcan de la Constitution canadienne, parce que ce carcan-là fait en sorte que les gestes qu'on voudra poser après une élection pour le Québec, s'ils ne respectent pas la Constitution canadienne, on va avoir des problèmes à partir du Canada. On ne veut plus ça. Et donc, je pense que on est des très mauvais colocs, nous et le reste du Canada. On sera des très bons voisins. Et si on met les choses claires, et on n'aura plus le problème de dire les conditions gagnantes, parce que j'entends que c'est plus là, mais c'est encore dans votre projet national. C'est vraiment écrit très spécifiquement, là, un référendum gagnant, donc c'est pas mal les conditions gagnantes. On n'est plus là-dedans. Ben, on pourra le lire, mais donc, puis je termine là-dessus. Oui, il faudrait. On n'aura plus quand ils disent les électeurs québécois n'en veulent pas de référendum. Ben, à Climat Québec, on est bien d'accord parce qu'on n'en a pas besoin de référendum pour l'indépendance. On se garde ça pré-indépendance, on se garde ça post-indépendance. Et là, je pense qu'à ce moment-là, on évite tous les problèmes que j'ai mentionnés. Merci, Martine.